Ce soir, résolution de l'ONU et sommet de l'OTAN. On fait le point sur le conflit en Ukraine avec l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae. Que penser du rôle du Canada dans l'OTAN? On pose la question au politologue Frédéric Méran. Réponse du Canada à la crise en Ukraine, l'alliance entre libéraux et néo-démocrates, course au leadership conservateur, retour sur une semaine mouvementée à Ottawa avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a conclu sa participation au sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles en annonçant de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion en Ukraine. Le Canada place donc sur une liste noire 160 membres du Conseil de la Fédération russe et interdit les exportations de technologies informatiques, du secteur aérospatial et des transports vers la Russie. Le premier ministre Trudeau n'a cependant pas annoncé de nouvelles contributions militaires à l'Ukraine. Le Canada ne s'est pas non plus engagé à augmenter ses dépenses militaires pour atteindre la cible de 2 % de son PIB, comme le réclame l'OTAN. Évidemment, les investissements qui seront dans le budget seront annoncés lors du budget, mais je peux assurer les Canadiens que nous allons continuer de rester engagés et des membres qui contribuent énormément à l'OTAN. On est en Lettonie maintenant en train de diriger le groupe de bataille qui fait partie de l'opération Réassurance. On est continuellement en train de contribuer dans toutes les missions de l'OTAN. On va continuer de l'être. Comme j'ai dit, nos investissements dans nos forces armées vont continuer à augmenter et on en aura plus à dire en temps et lieu. Au même moment, du côté de New York, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait par une écrasante majorité une résolution exigeant de la Russie l'arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. C'était une deuxième résolution en ce sens qu'adoptait l'ONU après celle, évidemment, du 2 mars. Alors, je retrouve à New York l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Esther. Vous êtes un de ceux qui ont pris la parole aujourd'hui à l'ONU pour plaider en faveur de l'arrêt des attaques contre les civils en Ukraine après, évidemment, un mois de conflit. Quel est le message que le Canada a voulu lancer devant l'Assemblée générale de l'ONU? Je crois qu'il y a deux messages importants. D'abord, le fait que la guerre est illégale, c'est une agression claire de la part de la Russie. Il faut le nommer. Il y avait quelques personnes, quelques pays qui ne voulaient pas nommer la Russie comme étant coupable de cette agression, mais c'est clair que c'est le cas et il faut le dire. Alors, moi, j'ai pris l'opportunité de parler de la loi internationale, de la Charte des Nations unies, de ce qui est arrivé, et ensuite de parler des conséquences de cette guerre. Une crise humanitaire, la perte de centaines de personnes, 1000 de personnes, encore les nombres, en chiffres, on ne sait pas exactement, mais des enfants, des femmes, les villes, la destruction de Mariupol, de Kharkiv, etc. Et aussi la conséquence internationale, globale. La hausse des prix, le problème avec le blé, le manque de nourriture pour le monde, parce que l'Ukraine et la Russie, ce sont des pays très importants exportateurs pour la nourriture à travers le monde. Alors, on a un problème grave problème, énergie, économie, etc. Et j'ai voulu toucher sur ces deux sujets surtout. Mm-hmm. Et j'étais très heureux de voir la réponse de la Chambre, parce que je crois que on n'était pas complètement certain d'où est-ce que certains pays allaient tomber, mais je suis heureux avec le résultat. Oui, qui a été adopté, donc, cette résolution, le répète, donc, par une écrasante majorité. On a quand même l'impression, Monsieur l'ambassadeur, que l'histoire se répète à l'ONU. Je le disais, c'est une deuxième résolution pour dénoncer l'invasion russe après celle du 2 mars. Qu'est-ce que ça vient changer au-delà du symbole, vous croyez? Eh bien, il faut accepter certains points. D'abord, le travail humanitaire de l'ONU exigeait une réponse de l'Assemblée générale pour donner appui au travail humanitaire de l'ONU qui est extraordinaire. Et ça, c'est un travail d'opération. Toutes les agences, normalement, ça viendrait du Conseil de sécurité. Normalement, c'est le Conseil de sécurité qui prendrait charge
de tout ce qui arrive dans le domaine humanitaire. Malheureusement, comme vous le savez, les Russes ont un contrôle avec leur veto au Conseil de sécurité. Alors, il fallait revenir à l'Assemblée générale. C'est pourquoi on a dû prendre la décision. On a eu un débat hier, aujourd'hui, puis le vote aujourd'hui. Et je crois que ça donne encore une pousse envers cette activité. Au même temps, on doit dire que c'est la négociation et c'est l'arrêt du conflit qui est l'objectif très important. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore là, même si les partis sont en train de parler, et même si je sais bien que le secrétaire général et d'autres responsables à l'ONU sont là pour encourager les discussions, mais c'est pas encore fait. Alors, on verra les effets de cette deuxième résolution. Oui. Entre-temps, j'aimerais vous entendre, Monsieur l'ambassadeur, sur ce qui s'est passé aussi aujourd'hui du côté de Bruxelles, ce sommet extraordinaire de l'OTAN et du G7. Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, mais pas de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. Est-ce que le Canada répond aux attentes, vous croyez? Pour moi, c'est une question difficile parce que c'est pas exactement mon travail. Ouais. Tout ce que je sais qu'en parlant avec l'ambassadeur de l'Ukraine, il est clair qu'il a encore des besoins d'assistance. On voit des pays, la Suède, la Grande-Bretagne, qui sont là avec encore des fusils, toutes les choses qui vont aider la cause militaire. Je sais bien que le gouvernement est en train de voir et de revoir ce qu'on peut faire. Et je suis certain que le Canada va continuer de faire son travail, va continuer de faire son effort. Mais je crois que c'est important de reconnaître que sans avoir l'appui de l'Ouest, sans avoir l'appui de ses alliés, l'Ukraine aura difficulté à résister l'impact de l'agression qui existe, qui vient de la Russie. Ouais. Je crois que ça a été très surprenant de voir jusqu'à quel point ça a duré 4 semaines. Je suis certain que M. Poutine n'a jamais attendu une telle réponse de la part de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne. Et aussi, il n'a pas attendu la réponse de l'Ouest. Il n'a pas attendu une réponse sur les sanctions, sur tous les efforts, tout ce qui se passe. Un effort vraiment extraordinaire de la part de beaucoup de pays qui n'étaient pas toujours d'accord, mais je crois qu'on a vu l'impact de l'unité. Et c'est ça qui reste toujours important. Quant à l'escalade du conflit et de la menace du régime de Vladimir Poutine de répondre par des armes chimiques ou nucléaires, qu'est-ce qu'on en pense du côté de l'ONU? C'est contre la loi. Mais l'agression chimique, c'est complètement illégal. C'est complètement inacceptable. Il y a des traités, il y a des accords entre les pays qu'on ne va pas prendre cette voie-là. Et sur la question nucléaire, il y aura toujours des menaces qui viennent de la Russie. Mais je dois dire, je crois qu'il faut résister à accepter la notion que c'est la Russie qui peut décider elle-même exactement quand la guerre va aller. C'est pourquoi je pense que c'est important de résister l'agression comme nous le faisons. Et nous devons prendre soin, nous devons prendre des mesures, et je crois que c'était discuté à Bruxelles avec le président Biden. Je crois qu'ils ont discuté très clairement le problème qui existe avec les menaces qui viennent de la Russie, mais il faut qu'on soit absolument préparé pour répondre à ces déclarations. Ouais. On a eu une déclaration de la part de l'ambassadeur à l'ONU hier qui parlait de la possibilité de l'utilisation des bombes nucléaires. Ça, c'est complètement inacceptable. Il nous reste, et on doit le dire encore une fois. Il nous reste quelques secondes. Ça fait donc un mois que ce conflit perdure. Le président Zelensky multiplie les demandes de rencontres avec le président Vladimir Poutine. Est-ce que vous croyez encore que ce conflit peut se régler par la diplomatie? Oui, c'est possible. Ça reste toujours possible parce que la voie est là. Et les négociations, les discussions, pas entre les deux chefs, mais entre d'autres personnes, et ça continue. Ça doit se passer. Éventuellement, la seule question est quand est-ce qu'ils vont reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit?
Entre-temps, c'est un conflit qui se poursuit. Bob Rae, ambassadeur du Canada. Difficile. Oui. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup de votre temps. Très apprécié. Merci, Esther. Merci. Au revoir. Je poursuis l'analyse avec Frédéric Mirand, qui est directeur du Cerium et politologue spécialiste de l'OTAN. Bonsoir, Frédéric. Bonjour, Esther. Donc, le premier ministre Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre la Russie, mais aucune aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, contrairement à ce que demande le président Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez de façon générale de la réponse du Canada à ce sommet extraordinaire de l'OTAN? La force du Canada, c'est d'avoir fait une lecture correcte de la situation assez tôt, c'est-à-dire que le Canada est parmi les premiers pays qui ont alerté la communauté internationale sur les intentions de la Russie en Ukraine. Et depuis, le Canada s'est aligné sur les plus exigeantes au sein de l'OTAN, mais aussi de manière plus large au sein de la communauté occidentale pour sanctionner la Russie et aider l'Ukraine. En même temps, la question de fournir un appui militaire concret a toujours été écartée et c'est une sage décision puisque ça aurait des conséquences évidemment beaucoup plus graves si on en venait à une confrontation directe avec la Russie. Justin Trudeau s'est pas engagé non plus, du moins pas pour le moment, à augmenter les dépenses militaires du Canada à 2 % de son PIB, comme le souhaite, on le sait, l'OTAN. Est-ce que c'est une question de temps, finalement, pour le Canada d'aller dans ce sens, de s'engager en ce sens? C'est sûr que le Canada risque de faire partie vraiment des mauvais élèves de l'OTAN s'il n'augmente pas considérablement ses dépenses militaires. L'autre pays qui était souvent visé, c'était l'Allemagne, qui, elle, a annoncé qu'elle allait passer de 1,4 % du PIB à 2 % du PIB, ses dépenses militaires. Moi, je m'attendrais à ce que le Canada augmente aussi sensiblement ses dépenses militaires au cours des prochaines années parce que la situation géopolitique va devenir plus tendue. Mais c'est sûr qu'une coalition NPD libérale, ou en tout cas un soutien du NPD au Parti libéral, n'est pas de nature à augmenter énormément les dépenses militaires du Canada non plus. Donc, peut-être à suivre dans le prochain budget présenté dans les prochaines semaines. Maintenant, sur la menace de la Russie d'utiliser des armes de destruction massive, comme des armes chimiques ou nucléaires, Frédéric, jusqu'à quel point il faut prendre ça au sérieux? Je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Elles sont proférées par des personnes qui sont au plus haut sommet de l'État. Donc, ce sont des menaces qui sont sérieuses. Il ne faut pas non plus, partir en peur, comme on dit en québécois. Ça fait partie de la stratégie russe en ce moment qui est de faire peur au monde, pour reprendre une autre expression bien connue. Il s'agit essentiellement de montrer qu'ils sont prêts à tout pour intimider surtout les puissances alliées. Donc, je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux, mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis que la Russie va faire ce qu'elle n'a jamais fait au cours des 70 dernières années. Ouais. Il faut bien se rappeler qu'il y a un tabou sur l'usage de l'arme nucléaire et sur l'usage des armes bactériologiques et chimiques. En tout cas, le président américain, M. Biden, a été très clair, lui, aujourd'hui. Il a affirmé qu'il y aura une réponse à ce type d'armes, d'attaques chimiques ou nucléaires. À quoi, justement, pourrait s'exposer la Russie? Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle s'exposerait à davantage que l'opprobre général. Ça pourrait lui poser des problèmes avec certains pays comme la Chine ou l'Inde qui jusqu'à maintenant refusent de condamner la Russie, mais qui verraient probablement les choses d'un moins bon œil si la Russie se rendait coupable de comportements qui sont jugés comme illégaux sur le plan international. Lorsque la Syrie le fait, et ça montre que certains pays, effectivement, le font et ne sont pas sujets à des sanctions très importantes, puisque ça a été le cas de la Syrie après 2013. Et lorsque la Syrie le fait, c'est une chose, mais lorsqu'une grande puissance qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies le fait, c'en est une autre. Il n'y aura pas, que ce soit clair, de riposte américaine militaire à l'usage de telles armes, mais c'est sûr que ça contribuerait à isoler encore davantage la Russie sur la scène internationale. En terminant, Frédéric, les observateurs ont beaucoup dit depuis le début du conflit en Ukraine que le Canada n'était pas un gros joueur, en fait, sur la scène internationale. Un mois plus tard, alors qu'on vient de se conclure ce sommet extraordinaire de l'OTAN, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle du Canada en matière de conflit sur la scène internationale? Moi, je pense que, je me permets de le dire parce que je suis professeur d'université et pas un acteur politique, moi, je pense que le Canada est à sa place. C'est sûr que le conflit
en Ukraine est éloigné sur le plan géographique du Canada. C'est sûr que le Canada n'est pas parmi les grandes puissances du monde, n'est pas une puissance militaire très importante. En même temps, le pays a joué un rôle sur la scène diplomatique réelle. Il a été constamment aligné et il a cherché à pousser les consensus entre les alliés occidentaux et aussi à l'échelle internationale. Et donc moi, je considère que le Canada est à sa place, même si on pourrait évidemment souhaiter qu'il y ait un soutien plus affirmé sur le plan économique ou en ce qui a trait aux réfugiés. Ouais, cette invasion donc en Ukraine qui entre dans son 2e mois, en fait, aujourd'hui, évidemment, la Russie croyait que ça allait se terminer beaucoup plus rapidement. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'ambassadeur Bob Ray tout à l'heure. Est-ce que vous croyez encore à une solution diplomatique de ce conflit? Alors, il y aura un jour des négociations entre la Russie, l'Ukraine et les Occidentaux pour mettre un terme à ce conflit. Mais si on entend par solution diplomatique une solution qui va mettre un terme très rapidement aux hostilités, probablement pas, parce que la Russie, pour l'instant, estime toujours qu'elle a avantage à accroître son contrôle du territoire ukrainien de manière à être en position de force dans ces négociations qui interviendront un jour et qui pourraient durer très, très longtemps avant de donner des résultats. Oui, quand vous dites très, très longtemps, donc vous prévoyez que c'est un conflit qui pourrait s'enliser? Il est déjà enlisé. Un mois, c'est long et il durera encore des mois et des mois de manière très, très chaude ou sous forme d'un conflit plus gelé, mais on ne va pas retourner au statu quo hanté demain matin. Ouais. Frédéric Mérand, politologue et spécialiste de l'OTAN, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci, bonne soirée. C'est là-dessus le temps de retrouver notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo, qui sont avec nous ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est pas les sujets de discussion qui manquent, évidemment, cette semaine. Ça a été quand même assez chargé à Ottawa. Mais tout de même, on va commencer par ce sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles sur la réponse de l'invasion en Ukraine. Joël Denis, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la participation du premier ministre Trudeau à ce sommet? Ben, on fait plutôt un rôle de figurant, je vous dirais, à l'OTAN parce que les dépenses militaires du Canada ne sont pas à la hauteur de ce qui est exigé par l'OTAN même, c'est-à-dire dépenser 2% de notre PIB en dépenses militaires. Mais je pense que M. Trudeau va probablement revenir de cette rencontre avec la ferme conviction que l'on doit justement ajuster le tir et augmenter les dépenses militaires. Et ça va sûrement influencer le contenu du prochain budget fédéral qui sera présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, probablement au début du mois d'avril. Donc, il y a une réunion qui, en fait, durant cette réunion, M. Trudeau et les autres pays qui ne remplissent pas les critères de 2%, ceux-là sont fait rappeler par le secrétaire général de l'OTAN. Donc, je présume qu'il va revenir au Canada avec un certain message. Il faut que le Canada en fasse plus pour être un participant crédible à la table de l'OTAN. Oui. Catherine, est-ce que vous pensez aussi que M. Trudeau nous réserve ses augmentations de dépenses militaires pour le prochain budget? Ben, je pense qu'il n'a pas le choix. Écoutez, nos forces armées sont sous-financées. On a besoin d'y aller avec du recrutement. Hein. Il nous manque des membres des forces armées. Il nous manque aussi beaucoup de matériel. Vraiment, on a donné tout le matériel létal et non létal qu'on pouvait à l'Ukraine. Donc là, on est obligé là, de recourir au privé là, si on veut les aider davantage. Alors, écoutez, la ministre de la Défense, Anita Anand, a déjà mis sur la table des options qu'elle a qualifiées d'agressives, soit pour atteindre le 2%, pour le dépasser ou peut-être pour être juste en dessous du 2% et éventuellement l'atteindre. Moi, je pense que M. Trudeau, il va revenir de cette réunion en mettant son poing sur la table et en disant, ben voilà, il faut respecter le 2%, sinon on va se le faire appeler par l'OTAN. Et je pense que les Canadiens, l'opinion publique des Canadiens est aussi dans ce sens-là. Il faut absolument réinvestir en défense. Oui. Yves, je veux revenir avec vous sur le rôle du Canada de façon générale à ce sommet de l'OTAN, parce que Joël Denis disait il y a un instant rôle de figurant. Le politologue Frédéric Mérand me disait il y a quelques minutes à peine que le Canada répond aux attentes, est à sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Ben, moi, je vous dirais, Esther, que si M. Trudeau n'était pas allé à la réunion de l'OTAN, on s'en serait même pas aperçu. Il faut en convenir. Et même si le Canada augmentait son budget en défense, le temps qu'on s'en aperçoive, le temps qu'il y ait que concrètement on s'en rende compte, ça va prendre plusieurs années. Alors, le Canada est peut-être mieux de se concentrer sur ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, c'est recevoir des réfugiés, aider à accélérer le processus. On l'a su un peu plus tôt aujourd'hui, le Canada va augmenter ses exportations de pétrole vers l'Europe. Alors, c'est peut-être là que le Canada va pouvoir jouer un rôle parce que du côté militaire,
le rôle du Canada à l'OTAN est absolument insignifiant. Bon, ça vient clore, en fait, tout le volet de cette rencontre de l'OTAN à Bruxelles aujourd'hui. Je veux maintenant vous entendre sur une autre alliance, pas l'alliance militaire, mais l'alliance surprise entre les libéraux et les néo-démocrates pour maintenir au pouvoir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau jusqu'en 2025. Ça a été annoncé, je dis bon, avec surprise, mardi. Joël Denis, est-ce qu'on peut dire que Justin Trudeau a marqué un grand coup cette semaine? Oui, je pense que oui. C'est le grand gagnant de cette alliance, évidemment, c'est Justin Trudeau parce qu'il s'achète plusieurs années de pouvoir sans craindre de voir son gouvernement être défait à la Chambre des communes. Et ça, c'est un acquis important pour M. Trudeau. Vous savez, M. Trudeau a quand même évoqué une série d'événements qui ont bousculé l'ordre du jour de son gouvernement depuis quelques années et il était à la recherche d'une certaine stabilité à Ottawa et je pense qu'il l'obtient avec cette entente avec le NPD. Ça risque de coûter cher quand même au gouvernement libéral. Il faudra investir massivement, par exemple, pour mettre sur pied un programme national de soins dentaires ou encore jeter les premières bases d'une assurance universelle de médicaments. Donc, il y aura un coût à tout cela. Mais il se trouve que M. Trudeau semble être prêt à payer ce coût, tout en, évidemment, augmentant les dépenses du gouvernement en matière militaire. Donc, ça veut dire que le déficit que l'on croyait en train d'être se résorber va repartir à la hausse, même si les revenus seront plus importants que prévu en raison de la forte croissance économique qu'on a connue depuis un certain temps. Oui, Catherine, bon, Yves, Joël Denis plutôt dit il y a un coût à tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que cette entente dure bel et bien jusqu'en 2025? Ce serait étonnant. Pour moi, la question est pour Catherine. Pardon. J'avoue que écoutez, moi je pense que... Allez-y, Catherine. Non, c'est correct. Pour répondre à votre question, Esther, je pense que ce serait étonnant que ça dure jusqu'en juin 2025. Écoutez, on dit toujours que 6 mois en politique, c'est une éternité. Là, on parle de 3 ans, ou plus de 3 ans. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est sûr qu'on va aussi avoir un nouveau chef conservateur sous peu. Alors, ça pourrait peut-être brasser la cage, mais certainement, je pense que M. Trudeau avait tout avantage à signer cette entente parce qu'il veut non seulement la paix, mais il veut être capable d'accomplir des choses. Et il veut laisser un héritage politique. Il est vraiment obsédé par cette idée-là et il va pouvoir peut-être, ne sait-on jamais, quitter la politique et puis possiblement avoir le temps d'avoir une autre course à la succession et cette fois-ci au Parti libéral. Donc, certainement, je pense que ça va durer un certain temps. Je pense que les Canadiens ont envoyé un message l'automne dernier qu'ils veulent de la collaboration, qu'ils veulent que le gouvernement fédéral arrête de se chicaner avec les partis d'opposition et en arrive à des résultats. Alors, c'est bel et bien, je crois, ce qu'on va voir, mais je serais très étonnée. Ça va peut-être durer 2 ans, mais 3 ans, là, ce serait bien étonnant. Yves, de façon générale, qu'est-ce que vous en pensez de cette entente entre libéraux et néo-démocrates? Alors, j'avoue que M. Trudeau a frappé un coup de circuit, mais j'avoue également que je ne comprends pas du tout la stratégie de M. Singh, parce que chaque fois que les libéraux vont annoncer quelque chose, ils vont annoncer que le Parti libéral fait telle ou telle chose. Ils mentionneront pas que c'est grâce à l'appui du NPD. Alors, le Parti libéral va en retirer vraiment tous les bénéfices. M. Singh, aucun ou presque pas. Alors, est-ce que M. Singh est de cette race de politiciens qui travaillent pour le bien public? Ben, si c'est le cas, il faudra lui ériger une statue parce que j'en ai pas vu souvent dans ma carrière qui ont laissé de côté certains de leurs principes pour le bien public. Alors, si c'est le cas, bravo. Mais rappelez-vous qu'il y avait eu, et ça c'est pour ceux qui dénoncent cette alliance, il y avait eu pas plus tard qu'en 2008 une alliance Parti libéral, NPD, Bloc québécois pour renverser M. Harper, qui n'a pas fonctionné finalement, mais c'est pas nécessairement exceptionnel que des partis s'allient ensemble pour rester au pouvoir ou garder le pouvoir plus longtemps. Ouais. On verra donc combien de temps ça va durer cette entente. La course au leadership maintenant chez les conservateurs. C'est la première fois qu'on se parle depuis que Jean Charest a fait le saut dans cette course. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez du début de campagne de M. Charest? Un peu difficile, je vous dirais. Ces vidéos sur les médias sociaux n'ont pas réussi, je pense, à marquer le coup qu'ils devraient l'être. Alors, nous sommes en 2022 et on a l'impression que M. Charest, au début, semblait mener une course qui datait début des années 2000, sans l'invention de l'Internet. Mais je pense qu'il est en train de rattraper un peu le tout. Et ce qui est quand même étonnant, bon, il y a M. Charest qui, évidemment,
reçoit des appuis intéressants. Ed Fast, un député de la Colombie-Britannique, a donné son appui à M. Charest cette semaine. Donc, ça, c'est un appui de taille qui permet d'élargir les horizons de M. Charest. Évidemment, le grand défi de M. Charest, s'il veut l'emporter, c'est de vendre des cartes de membre. Parce que le noyau dur du Parti conservateur semble acquis à Pierre Poilievre. Donc, le défi, c'est de vendre beaucoup de cartes, non seulement au Québec, en Ontario et dans les provinces atlantiques, pour pouvoir espérer l'emporter. Mais une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il semble y avoir beaucoup de candidats. Nous en sommes rendus au 10e candidat à être annoncé aujourd'hui. Léonard Leslev qui confirme qu'elle veut briguer la direction du Parti conservateur. Beaucoup de gens, ça se bouscule aux portes pour diriger le Parti conservateur parce qu'on sent qu'on est à la fin d'une période au sein du parti du gouvernement libéral et ça pourrait peut-être ouvrir la porte à un changement de gouvernement aux prochaines élections fédérales. Oui, c'est comme la course de 2017. Il y avait eu plusieurs également candidats aussi. Catherine, je veux revenir sur Pierre Poilievre. Il a fait campagne au Québec récemment. Est-ce que son opération charme auprès des Québécois va réussir? Est-ce que des députés du Québec pourraient l'appuyer, vous pensez? Je ne crois pas jusqu'à maintenant. Je pense que la grande majorité du caucus du Québec a appuyé Jean Charest. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Luc Berthold, il est chef adjoint, donc il ne prendra pas position. Pierre Paulus n'a pas l'intention d'appuyer un candidat. Du moins, c'est ce qu'on me disait il y a quelques jours. Pour le reste, je pense qu'on va se ranger derrière M. Charest. Mais quand même, là, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté les appuis québécois de Pierre Poilievre. Il a quand même l'appui de 2 sénateurs assez influents, Léo Coussakos et Claude Carignan. En plus, l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui l'aide certainement. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, cette tournée au Québec. Monsieur Poilievre qui a parlé à de nombreux médias, qui a donné des entrevues, qui avait l'air posé, qui était même drôle parfois. Il a chanté du Jean Leloup, je pense, en entrevue avec Nouveau. Donc, vraiment, là, je pense que les gens voient qu'il parle bien français, en plus. Donc, je pense qu'il pourrait être très intéressant pour les Québécois. Et il y a peut-être des Québécois qui vont décider de l'appuyer, lui, à la place de M. Charest. À suivre. Yves, donc, vous en pensez quoi, de façon générale, du début de cette course au leadership chez les conservateurs? Pour M. Charest, ça a été assez pénible. Il a besoin d'un électrochoc et cet électrochoc, il doit le faire dès ce soir parce que il est à Laval ce soir, à Québec demain, à Sherbrooke samedi. Donc, il faut qu'il pèse sur l'accélérateur parce que Joël Denis l'a dit, c'est la vente de cartes de membres qui va faire foi de tout. L'avantage, c'est qu'on va savoir dès le 3 juin si M. Charest a des chances ou non de remporter cette course. Et il faut que ça aille plus vite pour lui parce que il doit se rendre compte qu'en 10 ans, la politique a énormément changé. La façon de faire la politique a énormément changé. Est-ce qu'il est dépassé ou est-ce qu'il a encore la capacité de rebondir? On va le voir dans les prochaines semaines, mais disons que son début de campagne n'a pas été formidable. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup pour vos analyses et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 24 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.